Ah oui, Zelensky qui était à Washington, ça s'est passé comment? Est-ce que c'est encore un gangbang contre lui ou quoi? Ça s'est mieux passé qu'en février, un peu moins qu'au mois d'août. C'est comme ça que je résumerai cette troisième visite officielle depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche de la part de Volodymyr Zelensky. En février, ça s'était super mal passé. Embuscade, en août, là, soudainement, c'était le retour de l'amitié entre les deux hommes, puis on allait même jusqu'à dire du côté de M. Trump que l'Ukraine allait gagner la guerre. Là, c'est un peu plus complexe parce que hier, on sait que Donald Trump s'est entretenu pendant très longtemps au téléphone, un long appel téléphonique avec Vladimir Poutine. Et là, dans cet entretien-là, M. Poutine aurait averti que de donner des missiles Tomahawk, et c'est ce qu'est venu réclamer Volodymyr Zelensky aujourd'hui, que de réclamer des missiles Tomahawk aux États-Unis, ça constituerait ça nuirait aux relations russo-américaines. C'est ce qu'on avait dit. Et là, aujourd'hui, c'est drôle, tout d'un coup, M. Trump qui semblait ouvert à donner des missiles Tomahawk à l'Ukraine, des missiles qui ont une longue portée, 1600 km, qui permettraient à l'Ukraine de répliquer très loin dans le territoire russe. Mais là, tout d'un coup, ça, c'est ce que M. Trump voulait dire aujourd'hui. One thing I have to say, we want Tomahawks also. We don't want to be giving away things that we need to protect our country. We have a very strong country right now. We have a strong military. We have the greatest... Ouais, on est les meilleurs, blablabla, blablabla. Vous devinez la suite des choses. Oui. Mais il a dit, nous aussi, on a besoin, vous savez, de nos missiles Tomahawk pour se défendre. Bon. Est-ce que les États-Unis ont vraiment besoin de tous leurs missiles Tomahawk pour se défendre partout sur la planète alors qu'ils ne sont pas attaqués comme l'Ukraine l'est? Non. Mais est-ce que ça veut dire que les mots de Vladimir Poutine ont pesé fort dans la balance? Quand même. Bon, il n'y a pas de décision qui est prise. Ils sont en train de discuter encore, mais cette fois-ci à micro couvert. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'Ukraine? Ça augure rien de bon pour l'instant. Puis là-dessus, ce qu'on voyait aussi circuler sur les médias sociaux, c'est que les missiles Tomahawk peuvent être utilisés pour porter du nucléaire aussi. Alors, est-ce qu'on a peur qu'on envenime davantage le conflit à cet égard? C'est la fameuse crainte. C'est le mot en haine, ça aussi. Là, dès qu'on parle de nucléaire, tout le monde a peur. Là. Les Ukrainiens n'ont pas de tête nucléaire. Ça règle la question tout de suite. Les Ukrainiens ne peuvent pas envoyer de missiles nucléaires, oseraient jamais face à une puissance nucléaire qui est la Russie de toute manière. Là. Les risques d'annihilation sont beaucoup trop élevés. Par contre, c'est que les Russes, en ce moment, endommagent, juste avant l'hiver, toutes les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Ils attaquent massivement, nuit après nuit, tout ce qui est électricité, génération de chauffage pour les Ukrainiens qui vont passer l'hiver au froid, là, littéralement. Ils aimeraient pouvoir répliquer en Russie. Sans des armes de longue portée comme ça risque d'être difficile. Fred, tu t'es fait un ami. Oui, un nouvel ami dans le stationnement de Cube. Vous savez, à Cube, il y a des fins renards. Il y a Richard Martineau, on ne peut pas y en passer une. Il y a Alex Moraville qui nous renseigne sur le monde entier. Et il y a aussi des renards dans le stationnement de Cube. Oui, hier soir, à la fin de l'émission, j'ai vu ce nouvel ami. Et puis, je vous jure, après l'avoir filmé, j'étais au téléphone avec ma blonde. Je disais, regardez ce renard incroyable. Il m'a suivi jusqu'à mon auto avec son petit museau. Il a levé la tête. Là, je voulais le prendre en photo de face, mais je n'ai pas réussi. Il était aussi furtif. Voyons. Mais qu'est-ce que ça fait dans un milieu urbain? Il n'y a pas de forêt à côté d'ici, là? Non, effectivement, mais derrière le Journal de Montréal, il y a quand même des tracts de train. Là, je me dis sûrement qu'il peut se promener là-bas, là, mais je me disais, voilà, on n'est pas les seuls fins renards dans le studio, Richard. On en a aussi qui nous accompagnent. Une nouvelle mascotte pour Cube, Richard. C'est vraiment cute. Une Montréalaise qui se bat contre ChatGPT. Oui, effectivement, c'est une action collective là, qui a été déposée par une Montréalaise, dans le fond, dans sa requête de 37 pages déposée le 8 octobre dernier. On l'apprend aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Elle allègue que OpenAI, donc ceux qui ont créé ChatGPT, recueille, compile et stocke des renseignements personnels au-delà de ce qui lui est nécessaire. Elle s'attaque vraiment au fait qu'on partage des informations privées des gens au gré des vents, selon ses dires. C'est pas comme l'autre action collective qui a lieu présentement, là, c'est une autrice québécoise, l'autrice Anne Robillard, qui a écrit Les Chevaliers d'Émeraude. Elle a déposé une demande d'action collective, encore une fois, contre OpenAI et aussi son principal actionnaire, Microsoft. Elle reproche à OpenAI de télécharger illégalement des copies illicites d'œuvres protégées par le droit d'auteur pour nourrir la machine. Alors, on a comme deux fronts différents. Là, moi, première chose que j'ai faite, évidemment, c'est de demander à ChatGPT de me résumer cette histoire. Alors, ChatGPT me dit, une étudiante montréalaise de 22 ans, Melky Paul, poursuit OpenAI en action collective, accusant ChatGPT de récolter et de partager illégalement les données personnelles des Québécois. Donc, il parle de lui-même, dans le fond. Son recours de 37 pages dénonce une atteinte directe au droit fondamental à la vie privée en violation des lois québécoises et canadiennes.
Puis elle est représentée par Maître Amal Sebti, qui, elle, veut obtenir des dommages pour les utilisateurs québécois depuis mai 2023. Donc, tous les Québécois qui auraient utilisé ChatGPT depuis mai 2023 seraient dans cette poursuite. Et bon, on s'entend qu'il y a des poursuites mondialement contre OpenAI. Là, même ChatGPT me le mentionne. Là, cette poursuite s'ajoute à une série mondiale d'actions contre OpenAI, déjà dans la mire des autorités canadiennes pour ses pratiques de collecte de données. Écoute, je viens de terminer la lecture d'un livre. Ben, en fait, l'écoute d'un livre, parce que je l'écoutais par, justement, Audible. Ouais. Graydon Carter, qui est l'ancien éditeur de Vanity Fair, a écrit ses mémoires. C'est fascinant. Et à la fin de sa lecture de ses mémoires, il dit, vous n'avez pas le droit, ChatGPT n'a pas le droit d'utiliser ce livre-là, mon livre, justement, pour pouvoir former là, ces logiciels. Et tout ça. Et c'est tellement intéressant parce que c'est des machines colossales, gigantesques. Je me dis, tu sais, présentement, juridiquement, il n'y a personne qui a réussi à avoir de la poigne sur ces compagnies-là. Je me dis, est-ce qu'au Québec, on peut faire la différence? Mais n'oubliez pas qu'au Québec, on est les seuls à avoir réussi à faire fléchir l'échine des géants du tabac il y a plusieurs années. Alors, je me dis, si notre juridiction québécoise, notre société distincte nous permet de faire fléchir l'échine des géants du tabac, est-ce qu'on pourrait faire fléchir l'échine des géants de l'informatique? Bonne question. Alors, pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site et l'application cube.ca.